shiur dédié pour la Refoua Shlema de Samuel Ben Eugénie. Alors, on me demande de parler ici de l'âge du monde. Alors, j'ai fait 4 cours il y a bien longtemps sur le sujet que je recommande de voir. Je vais faire un petit résumé ici des choses importantes que vous devez savoir. Encore, on me pose la question comment tu peux croire en Dieu et en la Torah, alors que nous voyons très bien que le monde il a 14 milliards d'années, pour être plus précis, 13,7 milliards d'années. La Torah dit que le monde n'a que 5777 et bientôt 3 mois. Comment ça se fait? Plusieurs réponses tordues ont été données à ce sujet. Allez-y, vous les connaissez. Le carbone 14. Quoi carbone 14? Un jour de la création, c'est... Non, il a créé le monde avec comme ce qui était dit. Ok, alors 2 réponses ont été données ici. Une, chaque jour de création, il vaut des milliards d'années. Effectivement. Le ciel et la terre, les astres, bien qu'ils aient été suspendus dans le ciel le mercredi de la création, néanmoins, d'après Chazal, le système cosmique s'est mis en marche que le vendredi de la création. Donc le temps qu'on a auparavant, ça peut être des milliards d'années. Pourquoi cette réponse elle est fausse? Parce que le texte dit « il fut soir, il fut matin », un jour. On dit un jour. Et nous pratiquons le Shabbat une fois tous les 7 jours, en souvenir de la création, que pendant 6 jours Dieu a créé le monde, c'était le jour de se reposer. D'où on sait qu'un jour c'est 24 heures. Il fut soir, il fut matin. Il fut soir, il fut matin. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas encore d'astre, mais il y avait déjà un temps. Et ce temps-là, la Torah te dit, tu feras comme le temps qu'il y avait à la création, 6 plus 1, tu feras toi aussi. Si maintenant tu me dis que chaque jour de la création c'est milliards d'années, alors on fera Shabbat une fois tous les 7 milliards d'années, par exemple. Ce qui est un peu ennuyeux. Deuxième réponse qui a été donnée, qu'on pourrait accepter en tant que très grand croyant, mais qu'un non-religieux ne pourra jamais accepter. C'est dire que Dieu n'a pas de problème à créer une chose adulte. Le premier homme n'a pas été créé petit bébé, et il a grandi, puis un beau jour il a une barbe et était beau, grand et fort. Il est né adulte. Dieu peut aussi créer un monde adulte. Donc aucun problème à ce que Dieu crée un monde qui a l'air d'avoir 13,7 milliards d'années, mais en fait il n'a que 6 jours. Pourquoi cette réponse elle est dure à avaler? D'abord parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un truc pareil. Deuxièmement, ça veut dire que Dieu il aurait fait une blague terrible avec le monde. Il aurait enterré sous terre des os de dinosaures qui n'ont jamais existé, rien que pour faire croire aux gens que quand on sort l'os et on calcule au carbone 14 de quand il date de quelques centaines de millions d'années, en fait c'est une blague, ça n'a jamais existé ce dinosaure, ça fait partie du monde qui a été créé comme s'il a 13,7 milliards d'années, mais en fait il est tout neuf. Et pour que la blague soit bien faite, on a mis aussi des faux os de dinosaures qui n'ont jamais existé, qui ont l'air d'avoir des centaines de millions d'années. Et Dieu dans le ciel, il se tape les cuisses de rire de la bonne blague qu'il a fait à tout le monde. Tous les paléontologues, ils sortent leurs nonos et machin, tout ça, ils calculent. Et puis en fait, c'est une bonne blague parce que le monde, il est tout à fait nouveau. C'est dur à avaler. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre Ah, très bien, bravo, heureusement que tu es là. Alors encore une mauvaise réponse. Que Dieu, il a créé beaucoup d'autres mondes avant ce monde. Et donc, quand on parle maintenant du monde qui fait 13,7 milliards d'années, on parle du premier de ces mondes. Mais il y a eu plusieurs destructions et constructions. Alors, il y a 2 problèmes à cela. D'abord, si le monde il est détruit, il est détruit. Il n'y a plus rien. Donc, on recommence à zéro. Deuxième, le Zohar dit effectivement cela, qu'il y a eu 26 mondes avant notre monde, mais il s'agit de mondes spirituels, pas de monde matériel. Le monde matériel, on a eu un seul, le nôtre. Il y a un avis qui dit qu'il y aura plusieurs mondes, plusieurs cycles de 6000 ans. À l'an 6000, le monde est détruit pendant 1000 ans, puis après on commence de nouveau pour 6000 ans, et comme ça, 6 fois jusqu'au 7e, et là après tout s'arrête. Mais là aussi, à chaque an 6000, tout est détruit de nouveau. Donc, ça ne marche pas pour notre monde de cette fois-ci.
Quelle est la bonne réponse? À mon humble avis, la voici. Elle est écrite, c'est extraordinaire, parce qu'elle est écrite dans le commentaire du Ramban, Nachmanide, dans le 2e, 3e chapitre de Bereshit. Il y a un grand homme physicien du siècle passé, pas si grand qu'on croit, qui s'appelait Einstein. Pourquoi pas si grand? Parce que lui était un partisan de la théorie de Olam Kadmon. Olam Kadmon, c'est une théorie grecque qui disait que le monde est éternel. Il a toujours été. Ça règle tous les problèmes. Il n'y a pas de créateur. Donc, s'il n'y a pas de créateur, le monde, il est là. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Et si la femme de ton copain te plaît, ben, où est le problème à tromper ton copain avec elle? N'est-ce pas? Je ne connais pas la vie privée d'Einstein, mais c'est clair qu'il était un non-religieux et que ça arrangeait tout le monde qu'il n'y ait pas de créateur. Sont venus un juif physicien, non religieux non plus, mais qui est venu qu'il a prouvé par A plus B qu'il est impossible que le monde soit éternel depuis toujours. Il y a une création de ce monde-là. Il y a un moment T où tout commence. Il n'a pas voulu l'écouter. Il est revenu quelques années, un autre est venu où lui-même je ne me souviens plus, et il lui a remis prouvé. Il m'a dit, vous m'agacez avec votre théorie. Si on agace, c'est-à-dire qu'il avait des bonnes preuves. En 1965, donc il y a 52 ans, 2 employés de la compagnie de téléphone anglaise Bell sont en train de mettre en place leur radar pour recevoir l'émission radar de téléphone et il y a une perturbation. Ils entendent un son comme ça qui dérange. Et tous les côtés qui mettent le radar, la perturbation, elle vient. C'est très bizarre. Ils ont commencé à faire des calculs, etc. Ils sont arrivés à la conclusion, c'est l'onde de choc du Big Bang. Et ils ont reçu quelques années plus tard le prix Nobel pour cette découverte. C'est tout nouveau, hein? C'est tout nouveau. Moi, j'étais né, on n'y croyait pas encore. Quand je suis né, j'ai 56 ans, bientôt 7, le monde scientifique croyait dur comme fer que le monde a toujours existé. Que le Big Bang, c'est tout à fait nouveau. Le Big Bang, c'est d'ailleurs un truc, c'était une expression moqueuse des journalistes, comme quoi, ouais, un Big Bang, une grande explosion. Et on l'appelait comme ça. Aujourd'hui, c'est prouvé par A plus B. Non seulement cela, on peut voir que le monde a 13,7 milliards d'années était en expansion. Comment on peut le voir? La lumière voyage. À quelle vitesse elle voyage, la lumière? Environ 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un est sur la Lune, et avec un grand télescope, il me regarde, et moi je me gratte le nez, la lumière du néon touche mon nez, repart vers la Lune, dans une seconde plus tard, il me verra en train de me gratter mon nez. Il a une seconde de retard. Parce que la lumière, donc le message lumineux, tac, il y a des photons, d'accord, des photons qui sortent du néon, qui touchent mon nez, qui rebondissent et qui partent dans la Lune, qui partent partout. Le type avec son télescope, il voit maintenant, tic, le photon touche sa rétine de son œil. Combien de temps s'est passé du voyage Terre-Lune? Environ une seconde. Vous me suivez jusqu'à là? La lumière, pour parvenir depuis le Soleil, ça lui prend 8 minutes. C'est un petit rigolo, va maintenant, clink, il éteint le Soleil. Pendant encore 8 minutes, tu peux bronzer. Ah, mais le Soleil, en vérité, est déjà éteint. Non, mais tu profites de la lumière qui est déjà venue avant, qui est déjà partie avant qu'elle arrive ici. Donc nous, on peut voir le Soleil tel qu'on le voit maintenant, c'est tel qu'il était il y a 8 minutes. En parenthèse, la lumière est beaucoup plus rapide que le son. Le son, quelle vitesse de propagation du son? 340 mètres par seconde environ. C'est extrêmement lent. Quand tu es dans ton lit la nuit, puis un orage, tu vois un éclair, puis après tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. 5, tu fais 5 fois 340, ça nous fait environ 1600, 1700. L'éclair était à 1700 mètres. Tu veux savoir à quelle distance était l'éclair. C'est un jeu très intéressant quand tu es à moitié endormi la nuit dans ton lit. Une fois, j'étais au Golan avec mes enfants.
Et j'ai fait l'armée, donc je sais reconnaître les explosions des entraînements, les bombes, etc. Du coup, j'ai vu très très loin. Comme ça, j'ai vu explosion. Et écoutez tous, dans quelques secondes, on va entendre un boum. Boum! Ils me regardaient comme si j'étais roi HaKodesh. La vitesse, tu vois avec les yeux rapidement, le temps que le son arrive, ça prend du temps. D'accord? Maintenant, la galaxie la plus proche de la Terre se trouve à des millions d'années. Lumière. Une seconde lumière, 300 000 km. 8 minutes lumière, la distance qu'il y a d'ici jusqu'au Soleil. Arrive sur la prochaine galaxie, c'est des millions d'années-lumière. La lumière, elle se balade pendant des millions d'années. On va dire quelqu'un qui n'est pas d'une autre galaxie, une étoile d'une autre galaxie, pas trop éloignée. On va dire environ à 3400 années-lumière d'ici. 3400 années-lumière d'ici. Il regarde maintenant avec le télescope nos planètes Terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il se trouve à 3400 années-lumière. Il voit maintenant, il regarde sur la Terre, il voit Moshe Rabbeinu ouvrir la mer Rouge. Et Pharaon qui le poursuit comme ça avec le chariot. Maintenant, en réel, une planète toute proche. Donc moi maintenant, si je prends mon télescope et je regarde extrêmement loin dans l'univers, je regarde, je peux arriver avec un télescope aujourd'hui, on peut arriver à voir jusqu'à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Je vois le monde tel qu'il était quand? Il y a 10 milliards d'années. Et je le vois beaucoup plus petit. Le monde est en expansion depuis qu'il y a le Big Bang. Le monde, il grandit, grandit, grandit à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Chaque seconde, il grandit comme ça. C'est pas le monde que je vois, c'est notre galaxie. Notre monde. Non, moi je me trouve sur mon monde maintenant que je vois. Non. Le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, il est formé de galaxies. Il y a notre système solaire. Il y a d'autres soleils avec d'autres systèmes. L'ensemble des soleils avec les étoiles qui tournent une planète forment une galaxie. Dans une galaxie, environ, il y a entre 100 000 et 200 000 étoiles. Dans une galaxie. 100 000, 200 000 ou 100 milliards non. 100 000, entre 100 et 200 000. Entre 100 000 et 200 000. Et il y a quelques centaines de milliers ou de millions de galaxies. Bon, le monde, il est inimaginablement grand, on ne peut pas l'imaginer. On sait combien il fait, on peut calculer, mais aucun esprit humain peut imaginer ça tellement c'est grand. C'est inimaginable. C'est extrêmement grand. Et ça, d'après la Kabbalah, c'est qu'un petit grain de sable minuscule par rapport aux myriades et millions de milliards de mondes supérieurs qu'il y a avant d'arriver à Hachem. Et nous, quand on parle à Hachem, il nous écoute. C'est inimaginable. Revenons à notre sujet. Einstein a découvert la relativité générale. Avant Einstein, il y avait ce qui s'appelait la relativité mécanique. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un prend l'avion, Leicester, pour la France. Et dans l'avion, une hôtesse de El Al ou de EasyJet lui verse du café dans son verre. Question de physique. À quelle vitesse le café est-il versé depuis le pot de café dans la tasse de café? 3 secondes, c'est pas référentiel. 3 secondes à la... 3 secondes? Quelle vitesse? Combien de kilomètres heure? Ça dépend de référentiel. Très bonne réponse de Yaakov. Tout dépend du référentiel. Si je prends le référentiel moi et l'hôtesse dans l'avion, c'est environ à 1-2 km à l'heure. Parce que si elle verse le café à 10 km à l'heure, il va 10 km dans ma figure et je vais me plaindre à El et elle se fait radier de son boulot. D'accord? Un berger grec, en train de faire paître son troupeau sur l'île de Mykonos, voit maintenant l'avion passer, il prend son télescope, il voit ma barbe, il voit l'hôtesse en train de verser le café. À quelle vitesse il voit le café passer? Environ 900 km à l'heure. Question se pose. Alors, le café, il est versé à 900 km à l'heure ou à 2 km à l'heure? Réponse, tout dépend du référentiel. Entre elle et moi, c'est 2 km. Par rapport au berger, c'est 900 km, les deux sont vrais.
On est d'accord là-dessus? On peut avoir pour un même mouvement 2 chiffres différents, même 3, même 10 000 chiffres différents. Tout dépend du référentiel. Par exemple, maintenant, ce livre est-il en train de bouger, oui ou non? Par rapport à nous, non. Par rapport à la Lune, oui, parce que la Terre, elle tourne à une vitesse presque de 2000 km/h. Énorme, très rapide. Donc ce livre-là, quelqu'un sur la Lune, il regarde le livre, il passe très très vite. Tout dépend dans quel référentiel tu te trouves. Ça, c'est la relativité mécanique, c'est relativement simple. Où ça se complique, ça c'est Einstein. Einstein va dire, ce qui est valable au niveau mécanique, ça veut dire au niveau des mouvements d'objets dans le monde, est valable aussi au niveau du temps. Quand nous on est habitué à ce que le temps, moi je viens de Suisse, d'accord, le temps c'est un truc sacro-saint en Suisse, il doit toujours être à l'heure, d'accord, tu as le monde suisse, le temps ça ne bouge pas. Tu n'as rien de plus linéaire et de fixe que le temps. Grave erreur, tout dépend où, qui, quoi, comment. Le Ramban nous dit, tu vas changer. Il dit comme ça, le temps commence avec la matière. Est-ce qu'il va découvrir Einstein? Il va dire, il y a ce qu'on appelle l'espace-temps. Le temps est relatif à la matière. Tu vas changer des notions dans la matière, ça va changer le temps. Un des élèves de Einstein, s'appelait Longjumin, donne l'exemple suivant. On a 2 frères jumeaux qui sont ici sur Terre. Les 2 aujourd'hui ont leur anniversaire, ils ont 20 ans. À un, on va offrir un voyage à la yeshiva, et à un autre, on leur offre un voyage dans l'espace, dans une fusée qui va aller à une vitesse voisinant celle de la lumière. Très grande vitesse. Et les 2 reçoivent aussi une montre. Quelle marque? Rolex. Très bien. Rolex, qui est bien sûr à l'heure. Ils ont 24 heures. Le type, il a les 2, un fait voyage à l'Yeshiva 24 heures, l'autre, il fait un voyage dans l'espace, en fusée, 24 heures. Les 2 partent. Celui qui est dans la fusée regarde ses 24 heures. Il est religieux, d'accord, c'est un bon juif religieux. Il fait quelquefois le tour de la Terre. Qu'est-ce qu'il a fait durant son voyage? Il n'a pas eu le temps de regarder quoi que ce soit, parce qu'on fait shachrit min harvit, shachrit min harvit, shachrit min harvit. Il tourne autour de la Terre sans cesse, soleil, coucher de soleil, lever de soleil, coucher de soleil, lever de soleil. Donc, le temps est passé très vite. C'est une blague. Après 24 heures sur sa montre, il a quel âge? 20 ans et un jour. Il revient sur Terre. Longjumin prétend, sur Terre sont passés 1000 ans. Son frère, jumeau, est mort enterré, poussière, et la montre Rolex anti-rouille, rouillée. Comment ça se fait? Ben oui. Quand tu vas à une vitesse qui voisine celle de la lumière, tu as une dilatation du temps. Chaque seconde, c'est une seconde pour toi dans ta vie, c'est une seconde. Et toi, tu as grandi de une seconde. Tu as un jour de plus au bout de 24 heures. Mais un autre référentiel sur Terre, ben, le temps il est passé beaucoup plus rapidement. 1000 ans sont passés. Par exemple, la physique moderne, elle le reconnaît, par exemple. Je prends maintenant un bâton qui fait 1 mètre. Je le mets dans une fusée qui va aller à cette vitesse qui voisine celle de la lumière. Je me souviens bien, il va faire plus qu'un demi-mètre. Pas parce qu'il y a le vent qui le pousse, il n'y a pas de vent, tu es dans la fusée, d'accord, comme dans un avion, il n'y a aucun vent. Mais la vitesse elle-même fait que les notions vont changer. Les notions terrestres, ce que nous connaissons comme le temps, la longueur, tout va changer. Donc ce qui est valable au niveau mécanique, que le café, il peut aller soit à 2 km à l'heure, soit à 200 km à l'heure, est valable aussi au niveau du temps. On peut avoir un temps qui, perçu par quelqu'un, aura une valeur, et perçu par quelqu'un d'autre dans un autre référentiel, aura une autre valeur. Vous me suivez? Qu'est-ce que c'est que le Big Bang? Le Big Bang, il n'y a rien. Il n'y a même pas le temps. Parce que pour avoir temps, il faut qu'il y ait matière. Il n'y a même pas matière. Donc il n'y a même pas le temps. Il n'y a pas avant Big Bang. C'est une façon qui est fausse de parler. Mais on ne peut pas comprendre. On ne sait pas c'est quoi il n'y a pas de temps. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de temps. On ne peut pas comprendre une chose pareille. Alors on va parler dans notre langage. Avant le Big Bang, il n'y a rien. Et tout à coup, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as une petite boule de matière, petite à la base, invisible tellement elle est petite à l'œil nu, qui contient toute la matière du monde. Elle pèse le monde entier. Ce n'est pas de la matière, on appelle ça du magma. Et elle a une température de millions de milliards de degrés. Quand tu prends de la matière, comment fonctionnent nos moteurs de voiture?
T'as la soupa, qu'on appelle ça en hébreu, qui rentre dedans, comment il s'appelle? La bougie, non, la bougie, t'as le piston dans le cylindre, merci, bravo. Je connais en hébreu, mais j'oublie l'heure en français, d'accord? Tu as le piston qui rentre dans le cylindre. Donc le piston, il va compresser l'air qu'il y a dans le cylindre. À ce moment, sur une soupape, injection d'essence. Vu que tu presses l'air, il est très très chaud, tu mets de l'essence, ça explose, ça fait pousser le piston qui fait tourner la roue, et il revient boum, tac, etc. D'accord? Entre 1000 et 5000 tours minute, pour les voitures normales. Donc quand tu presses, ça fait de la chaleur. Quand j'ai toute la matière du monde pressée dans une petite boule presque invisible, ben j'ai une chaleur énorme. Explosion. Ça explose à une vitesse ahurissante, celle de la lumière. Quand on voit le Big Bang, on voit lumière. Que la lumière soit, et la lumière fut. Et ça commence dès lors en expansion sans cesse à une vitesse de 300 000 km à la seconde. Baisse de température. On arrive à ce qu'on appelle au début une masse, on appelle ça une soupe de particules élémentaires. Il n'y a même pas des atomes. Il y a une soupe de particules élémentaires. Des sortes de morceaux d'atomes, même pas des machins qui se baladent comme ça. Et il y a 4 forces dans l'univers, 4 forces de base. La première est la force de gravitation. La matière attire la matière. Pourquoi? Quand je prends ma clé et je la lâche, elle tombe. Il y en a qui disent que parce qu'il y a un aimant dans la Terre, il y en a qui disent parce que, je ne sais pas moi, d'autres théories. Quelqu'un sait pourquoi quand je lâche la pierre, elle tombe? Hein? C'est quoi la gravité? C'est une force, mais provoquée par quoi? Qu'est-ce qui provoque la gravité? Non, pas la chaleur. L'attirance à cause de quoi? Qu'est-ce qui l'attire? La clé aime bien la Terre? Hein? Le noyau de la Terre. Le poids, qu'est-ce qui provoque? Le poids, c'est une mesure de l'attirance qu'a la Terre à la clé. Pourquoi la Terre, elle attire la clé? Je vous donne aussi un secret, aucun rapport. La rotation de l'opposant, ça fait fuir. De toute façon, c'est une force centrifuge. Je vous donne un secret, vous savez que la clé aussi, elle attire la Terre. Mais beaucoup moins. Beaucoup moins, parce qu'elle est petite par rapport à la Terre. Pourquoi la Terre attire la clé? Parce que ça, c'est la première des 4 forces qu'il y a dans l'univers. Il y en a qui disent qu'il y a un rapport avec les 4 lettres du nom de Dieu. Ça serait le din. C'est la masse, la matière, la masse attire. Plus la masse est grosse, plus elle attire vers elle. Donc la masse de la Terre qui est plus grosse que la masse de la clé, elle attire la clé vers elle. Il y a dans le monde, dans l'univers, des choses qu'on appelle les trous noirs. Quoi, un trou noir? C'est une planète extrêmement grosse, tellement énorme, qu'elle attire tout ce qui est autour d'elle, à un point tel que même la lumière ne veut pas se dégager. La lumière, il y a une force, lorsqu'il y a un feu, d'accord, un soleil, la lumière sort. Ce sont des particules, des photons. La force de gravitation de cette planète est tellement grosse que même la lumière qui veut sortir, elle est happée en retour. Donc quand on regarde, on voit tout noir autour, sur des centaines de millions d'années-lumière. Et ça happe tout ce qu'il y a autour. D'accord, là-bas, on dit que le temps s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Personne ne comprend très bien, mais c'est ce qu'on pense au niveau des calculs. On revient au Big Bang. Donc le Big Bang, ça éclate à une vitesse extraordinaire. Il y a une soupe de particules élémentaires qui se crée, et il y a des grumeaux. Les morceaux, tu as une particule élémentaire qui est ici, une autre à 1000 km, elle s'attire. Elle commence à s'attirer, et ça crée des grumeaux qui forment des atomes, qui forment des molécules, et comme ça le monde commence à être créé. Entre parenthèses, il y a un grand physicien japonais ou chinois, Trinh Xuan Tuan. Je ne sais pas s'il est encore vivant, je pense que oui, qui prouve de plusieurs façons qu'il y a un créateur au monde. Une de ses preuves, c'est celle-là. Il dit que la chance, il fallait que la soupe de particules élémentaires ne soit pas trop dense, ni trop diluée. C'était trop dense, qu'est-ce qui se passe? Les particules élémentaires commencent à se mettre ensemble, puis vu qu'ils sont proches, elles se remettent ensemble, et tu as un Big Bang, au bout d'un moment, tu as un Big Crunch, tout se remet de nouveau. Finito. Et le monde ne peut pas être créé. Si c'était une soupe de particules élémentaires qui était trop diluée, chaque petite particule était trop éloignée pour attirer sa voisine, on serait resté à l'état de particules élémentaires, comme ça pour l'éternité.
il fallait qu'il y ait un calcul très précis, ni trop dense, ni trop dilué. Très précis. De quelle précision? Il dit, la même qu'il faudrait pour un archer, du premier coup où il vise, il touche une cible qui fait 1 cm². Quelqu'un fait du tir à l'arc déjà? Hein? Tu tires maintenant. Quelle chance tu as maintenant de mettre ta flèche dans une cible qui fait 1 cm²? Ça dépend. Combien de distance? Très bien. Si elle est à 10 mètres, une chance sur 10, on va dire. C'est un bon viseur. Une mètre sur 100. Jamais à 100 mètres. Tu as une chance. Sur des millions de milliards. Jamais à Paris, tu tires d'ici à Jérusalem. Tu as une chance. Non, tu as une chance de des millions de milliards, de millions de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de millions, de milliards, de milliards. Le nombre de centimètres carrés qu'il y a jusque là-bas. Tu as la force, tu as la force, d'accord? Alors écoutez bien, messieurs. Il dit que la précision qu'il fallait pour que cette soupe ne soit ni trop diluée, ni trop dense, elle est la même qu'il faudrait pour un archer. Toucher une cible qui fait 1 cm² de côté, qui serait d'un côté du monde et lui de l'autre côté du monde. 15 milliards d'années. Lumière. Il tire, pendant 15 milliards d'années, la flèche, elle avance, ping, dans la cible. C'est une chance sur, toute la vie, on va dire milliards, 2 milliards, 2 milliards, on n'y est pas. Et ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qu'il amène, comme ça, c'est impossible de faire le fruit du hasard, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Donc il dit, dès lors, il y a un architecte à ce monde. Comme ça, il dit. C'est très, très beau. On continue sur le sujet. La question était le temps. On n'a plus beaucoup de temps. On voit donc que le jour de la création, au niveau physique, il y a des phénomènes extrêmement puissants qui ont lieu. Tu es envoyé comme reporter spécial par la revue Nature américaine ou Science et Vie française pour faire un reportage en live de la création. On a réussi à faire une machine qui remonte le temps et il peut aussi revenir, parce que des fois on t'envoie là-bas mais tu ne peux pas revenir, là tu peux aussi y aller. Et on t'a installé une petite estrade sur l'épaule du bon Dieu et tu es avec ton chronomètre, ta planche à noter et tu regardes en tant que témoin live la création du monde. On te dit, ça commence, tac, tu mets le chronomètre, tu racontes, voilà, tac, ça explose, la lumière, 300 000 km à la seconde, la température qui danse, qui baisse, la création des neutrinos, les particules élémentaires, tac, tac, tu vois tout ça. En 24 heures, tac, tu fermes ton chronomètre. Tu reviens à la rédaction générale, qui dit, écoutez, voici le papier, j'y étais, génial, on a tant heurté tout ce qui se passe durant la création. Les scientifiques de la rédaction ils disent, mon cher ami, tu dis n'importe quoi. Que tu dis que ça a duré 24 heures. Nous, on le voit dans nos télescopes, ça a duré 5 milliards d'années. Il le voit. Il dit, moi aussi je l'ai vu. J'ai mon chrono, c'est une Rolex, ça marche bien. Qui a raison? Les deux ont raison. Nous, de notre point de vue, quand on est sur une petite planète Terre douillette avec les conditions physiques qui nous entourent, on a une appréhension du temps X. Et je vois la création, pour moi, ça a duré 15 milliards d'années jusqu'à aujourd'hui, 13,7 milliards d'années. Mais ceux qui est sur place, il ne vit pas dans le même référentiel que toi. Il voit le Big Bang en live. Il voit le monde qui explose, d'accord? Donc le temps ne peut pas être le même. Si un petit bonhomme dans une fusée qui se balade 1000 ans sur Terre, ça vaut un jour pour lui. T'imagines que quand tu es à la création du monde, quand tu es en train d'exploser avec les densités de toutes les forces, la gravité, la force nucléaire est forte, faible, etc., tout ce qui est en train de se passer, le temps que tu as n'a rien à voir avec le temps de ceux qui voient depuis la planète Terre. Donc les deux sont vrais. Donc quand on dit que le monde a été créé il y a 13,7 milliards d'années, vrai. On le voit, on a nos calculs, machin, les télescopes, c'est super précis, on a des images de cela. Quand la Torah dit que le premier jour, la lumière fut, ça durait un jour, vrai. Mais pour qui? Pour quel référentiel? De Hachem qui parle lorsqu'il est lui spectateur de la création.
Si tu étais avec moi, nous dit Hachem, à la création, ici sur mon épaule, tu regardes la création, tu aurais vu, ça durait 24 heures. À tes yeux aujourd'hui, sur la planète Terre, quand tu vois, ça durait des milliards d'années. Mais moi, je ne suis pas un menteur, je te raconte en live ce qui s'est passé sur place. Sur place, il n'y avait pas ton monde encore. Il y avait mon monde, il y avait la réalité présente, d'accord? Dans la réalité présente de la création, ce qui à nos yeux dure des milliards d'années a duré 24 heures. Donc la création en tout a duré 6 jours. De 24 heures pile, qui sont à nos yeux aujourd'hui 13,7 milliards d'années. Et les ossements? Et les ossements. Très bonne question. Alors, il y a 2 réponses aux ossements. On dit qu'ils étaient avant une loi. Non, dis mieux que ça. Quand les animaux ont été créés? Jeudi la création. Une partie jeudi, une partie vendredi. D'accord? Maintenant, le système, le temps de la création rejoint notre temps aujourd'hui sur Terre. Quand? Création du premier homme. Tosfot dit dans Masechet Rosh Hashanah, Daf Vav, je me souviens bien, que le système cosmique s'est mis en marche à la Viyad, 14e heure du vendredi. Viyad, vive, c'est Vav 6, c'est vendredi, 6e jour, Yud Dalet, 14e heure. Quand 2 heures après que l'homme ait commencé à être créé, parce qu'il y a plusieurs étapes quand l'homme est créé, à ce moment-là, le système cosmique s'est mis en marche. Et dès lors, on vit sur Terre le même temps qu'il y a aujourd'hui. Depuis, ça, le système cosmique, il fonctionne de façon tout à fait linéaire. On a le même temps qu'il y a ici. Donc, tout ce qui a eu lieu avant fait partie d'un autre référentiel. Donc, il se peut qu'on ait des nonos d'animaux qui vivaient avant ce moment-là, qui ont été créés le vendredi avant la 14e heure, qui ont été créés le jeudi, et ces os ont l'air d'avoir des milliards d'années. Aucun problème, parce qu'on fait partie du référentiel qui était avant. Deuxième réponse possible aussi, le déluge. C'est écrit dans le déluge. Dieu dit, après le déluge, dorénavant, il y aura toujours. Il y aura nuit et jour, automne, hiver, printemps, été. Il donne 6 termes, d'accord? 6 saisons de l'année. Chazal disent, si c'est marqué dans la Torah que dorénavant il y aura tout, ça veut dire que durant le déluge, il n'y a pas eu. Durant le déluge, il n'y a pas eu le système cosmique qui a fonctionné, il s'est arrêté. Les 1 an du déluge, ça a duré 1 an, c'est pas 1 an, c'est 1 an à nos yeux, mais sur place, ça aurait pu être beaucoup plus. Le contraire. À leurs yeux, c'était 1 an, à nos yeux, ça peut être beaucoup plus. Parce que le système cosmique s'est arrêté, donc ils étaient dans un autre référentiel. Donc il se peut que tous les animaux qui sont antidiluviens, donc avant le déluge, bien que d'après notre calcul, ils datent d'il y a, le déluge c'était en l'an Tarno, 1656 de la création. Donc c'était il y a environ 4000 ans, hein, grosso modo. Tout ce qui date d'il y a avant 4000 ans peut avoir l'air à nos yeux d'avoir des millions et milliards d'années. Parce qu'il y a eu cette période de nouveau qui est dans un autre référentiel. Et comme ça, on règle tous les problèmes. Scientifiquement, aucun scientifique ne peut parer à cela. Pourquoi? Que lui-même reconnaît que c'est impossible que quelqu'un qui est présent, il aura la même échelle du temps que ce qu'on a aujourd'hui. C'est absurde. Quand tu es au Big Bang, tu vis un Big Bang, l'échelle du temps n'est pas la même qu'aujourd'hui. Ce n'est pas le même référentiel. Donc, du point de vue scientifique, il est impossible de dire que le temps qu'il y avait sur place était le même que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, forcément, c'était un autre temps. Donc, quand la Torah dit que c'est 6 jours, c'est tout à fait plausible. Des questions, monsieur, sur le sujet? Oui. Mais on voit bien que c'est des espèces différentes des ossements. Et alors? C'est pas forcément les... Dieu a créé tous les sortes de types d'animaux, je ne sais pas compris ce que tu dis. Alors, on voit que c'est des dinosaures qui font des dizaines de mètres. Et alors? Ça, on n'a pas comme ça comme animaux aujourd'hui. Quelle est la question? Pourquoi Dieu n'aurait-il pas créé des dinosaures? Où est le problème? Parce que, à mon sens, tous les animaux qu'on a aujourd'hui, c'est ceux qu'il y avait avant aussi. À ton sens, peut-être que pas. Tu vois bien que quand j'étais petit, il y avait, une fois à Genève, ils ont amené en Suisse le panda. D'accord? Un ours, il y en avait un ou deux ours de ce type qui étaient en voie en espèce d'extinction. Depuis, je ne sais pas si l'histoire, est-ce qu'il est éteint ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a des espèces qui existent, il y en a qui s'éteignent, et voilà, etc. Il se peut tout à fait qu'avant le déluge, il y avait des bébêtes énormes. Preuve en est qu'on a les nonos, d'accord? D'où ils viennent. Il n'y a aucun problème à cela. D'autant plus que
Chazal parle aussi et c'est marqué que les êtres humains étaient différents. Chazal, dans le Midrash, ils disent qu'un gosse se levait, un gosse naissait, il allait lui-même prendre sur la table les ciseaux pour couper son cordon ombilical. C'était pas les mêmes êtres humains qu'il y a aujourd'hui. Donc il y avait une autre réalité humaine, donc sûrement aussi animale. Ken. Si les 6 jours, c'est 6 milliards d'années, enfin 13 milliards d'années, alors le 7e jour de Shabbat, ça devrait durer 2 milliards d'années. Non, parce que dès vendredi, on rentre dans le même. Dès vendredi, 14e heure, on rentre dans le même référentiel qu'il y a aujourd'hui. Et depuis, ça n'a pas changé, si ce n'est pas pendant le On déluge. parle à partir du référentiel de la chaîne. J'ai pas compris? On parle à partir du référentiel de la chaîne, parce qu'on a dit des jours, c'est la chaîne qui nous donne des jours. Oui. Alors, celui qui était présent à l'époque, il a vu 6 fois 24 heures, plus 24 heures du Shabbat. Et en fonction de ce qui s'est passé alors, Dieu nous ordonne de le faire aujourd'hui. Et quand on a dit 6 jours, 7 jours de Shabbat, on a dit c'est Hachem qui a dit 7 jours, il y a eu 7 jours. Donc c'est en fonction de Hachem qu'on parle. En fonction du référentiel. Hachem, quand il parle en fonction du spectateur présent à l'époque. Baruch Adonai,